Bonjour à tous. Un énorme scandale vient d'être désamorcé au Cameroun. Tout a commencé le 16 décembre 2020 lorsque le ministre de la Santé publique annonce que le gouvernement a signé une convention de délégation de services publics avec la société Meditest. Elle est chargée d'effectuer des tests de dépistage du Covid-19, la vérification et l'authentification des certificats de test Covid-19 des passagers qui embarquent et débarquent au sein des aéroports de Yaoundé et Douala. 2 jours plus tard, la directrice de la promotion de la santé précise lors d'un point de presse à Yaoundé que des tarifs de dépistage ont été instaurés dans les centres de Meditest aménagés à Bonapriso à Douala et Bastos à Yaoundé. Selon le ministère de la Santé publique, tous les passagers au départ du Cameroun doivent débourser 60 000 francs CFA pour le dépistage du Covid-19 et les opérations de désinfection des bagages. Ceux qui viennent de l'étranger et débarquent au Cameroun doivent payer 30 000 francs CFA. L'instauration de ces tarifs a suscité un tollé à travers le pays. La toile s'est embrasée, dénonçant un racket inexplicable dans un pays où le salaire minimum est de 36 000 francs CFA. Devant l'avalanche des critiques, le ministre de la Santé publique fait un rétro-pédalage. Sur son compte Twitter, il fait savoir que des hautes instructions du président de la République ont clairement été données pour que les tests demeurent gratuits. Dès lors, des interrogations fusent sur la gestion de la crise sanitaire. Pourquoi avoir instauré les tarifs de dépistage de Covid-19 au sein des aéroports du Cameroun? Qu'est-ce qui explique cette délégation de services publics à une entreprise coréenne détenant le monopole des dépistages dans les aéroports? Une telle décision a-t-elle été prise au sein du comité interministériel de coordination de la riposte sanitaire? Ce rétro-pédalage est-il un signe de désaveu? Ces préoccupations interviennent au lendemain des dénonciations d'un député SDF sur des zones d'ombre dans l'attribution et l'exécution des marchés relatifs au renforcement des capacités techniques des centres agréés Covid-19. Ces dénonciations ont atteint un record dans le cadre de la lutte contre la corruption au Cameroun. En 2019, le top 10 des structures publiques gangrénées par la corruption est connu. Selon le rapport de la CONAC, les finances publiques, le Trésor, les douanes et impôts représentent le secteur où est enregistré le plus grand nombre de dénonciations d'actes de corruption. Ensuite, ce sont les affaires foncières, les forces de maintien de l'ordre, les communes, les transports, la justice et la santé qui figurent parmi les structures et les secteurs perméables à la corruption. Malgré le fait que Cameroun Tribune célèbre les 1652 milliards de francs CFA sauvegardés grâce aux actes de la corruption de la CONAC, qu'est-ce qui explique la persistance des pratiques de corruption dans l'administration publique au Cameroun? Quelles en sont les conséquences? Que valent les outils de lutte contre la corruption au Cameroun? Aux frontières du pays, il y a un pic d'insécurité qui est observé et des velléités de déstabilisation de la Centrafrique. Cela a fait l'objet d'une protestation officielle du gouvernement centrafricain alors que les troupes rebelles multipliaient des actions dans le nord-ouest du pays. L'intervention de la MINUSCA a permis de circonscrire la menace attribuée à l'ancien président François Bozizé. Ses partisans démentent, mais le pays fragile reste préoccupé à une semaine des élections présidentielles législatives. Comment mettre fin à ces crises sécuritaires et tentatives de coup d'État qui secouent souvent l'Afrique centrale? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Fidèle Doumbissi, cadre militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître Fidèle Doumbissi, bonjour. Bonjour Cédric. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau pour partager les connaissances avec les auditeurs de Equinox et plus précisément de droits de réponse qui sont davantage très nombreux. Ce rendez-vous dominical qui est devenu comme un amphithéâtre où on reçoit les cours de formation politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Juste en face de vous, c'est Raphaël Ndougou, militant du RDPC. Raphaël, bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour la première fois. Il est bien vrai que Equinox reçoit toutes les flèches ces derniers temps, et ma foi pour rien. Et donc, c'est vrai que je suis militant du RDPC, ça, nul doute. Mais, comme vous savez que l'interdiction de celui qui gère la communication de cette affaire-là, de notre parti, avait donc demandé à ses communicants de boycotter les plateaux d'Equinox. Donc nous venons, parce que nous avons un mot à dire. Lorsque vous me présentez comme tel, je ne peux pas refuser, mais sauf que je viens ici comme militant de base du RDPC et tout ce que je veux dire m'engage et non le parti RDPC. Merci d'être avec nous ce dimanche, Raphaël. Sur le plateau de droit de réponse, c'est le ministre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information, Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes ainsi qu'à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kamguiar. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. Je voudrais adresser un prompt rétablissement à Angèle Lebon d'Achoua, que nous invitons très souvent sur ce plateau dans l'émission Droit de réponse. Mais ensuite, je voudrais renouveler mes amitiés et ma sincère affection aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission. Le cinquième panéliste, il est économiste, militant du PCRN, Georges Meka-Besselot. Georges, bonjour. Bonjour Monsieur Cédric Noufélé, je salue tous les spectateurs et remercie Dieu déjà pour une année 2020 qui n'a pas été facile, en espérant et en souhaitant au Cameroun une année forte et prospère pour 2021. D'entrée de jeu avec vous, Jean-Robert Wafo, sur ce rétro-pédalage du ministre de la Santé publique. D'abord, l'annonce de 60 000 francs CFA pour les tests Covid pour les voyageurs au départ du Cameroun. Comment avez-vous réagi? D'abord, c'était une grosse arnaque qui était en préparation. Et avant de continuer, j'aimerais dire que cette bombe a été désamorcée de justesse. Parce que dès que l'annonce a été faite, l'honorable Jean-Michel Nitieux a saisi plusieurs autorités de ce pays pour leur signifier clairement que ça ne pourra pas passer et que des manifestations publiques allaient être organisées, n'est-ce pas, pour demander aux Camerounais de boycotter cette mesure de paiement des tests Covid à l'entreprise coréenne Meditest. Qu'est-ce qui fait problème concrètement dans cette mesure qui a été prise? D'abord, je tiens à rappeler une chose, c'est quoi? C'est que dès la survenance de la pandémie de la Covid-19, le Premier ministre chef du gouvernement avait clairement indiqué, et d'ailleurs il passe le temps à indiquer que les tests Covid sont gratuits. Alors d'où vient-il qu'un ministre de la Santé publique, qui fait partie de ce gouvernement, dont M. John Gauthier chef, puisse, n'est-ce pas, venir poser un acte de défiance, n'est-ce pas, à son endroit. Parce que quand je parle d'acte de défiance, il convient également de rappeler ici sur la forme, quand on regarde le tweet du rétropédalage du ministre de la Santé, qu'il mentionne que c'est sur haute instruction du président de la République. Comme si le Premier ministre chef du gouvernement n'existait pas, comme s'il avait très peu d'égards, n'est-ce pas, à l'endroit du Premier ministre chef du gouvernement. Cela trahit, n'est-ce pas, également cette cacophonie, ce non-respect, du moins cette non-coordination gouvernementale qui est censée, n'est-ce pas, être de mise dans la gestion de ce pays. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que nulle part, on parle de 60 000 francs à l'embarquement. 60 000 francs et 30 000 francs quand vous débarquez. C'est à grande échelle. On peut imaginer le nombre de Camerounais qui embarquent ou débarquent au sein de nos aéroports. Ça fait combien environ? C'est plusieurs milliards de francs CFA. De deux, qu'on me montre une disposition de la loi des finances, ou alors d'un projet même de loi des finances, qui mentionne ce tarif. Ça n'existe pas. Où est-ce qu'on a sorti ce tarif? Dites-moi un peu.
Donc un ministre peut se lever un matin comme ça et puis décider, n'est-ce pas, au mépris de la loi des finances, d'instituer telle ou telle taxe. Est-ce que c'est comme ça qu'une république fonctionne? En fait, vous avez, lors de la présentation, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la gestion des fonds Covid. Oui, mais il faut le dire ici clairement. Quand on regarde la société, ou l'entreprise Meditest, il tient à rappeler que l'honorable Nitieux, dans ses dénonciations, avait d'abord fait part d'une entreprise qu'on appelait Mediline Medical, SA, entreprise coréenne. Et il avait fait part de ce qui avait des atomes crochus entre le ministre de la Santé et un certain homme d'affaires, on appelait Dabo, et que le deal portait, n'est-ce pas, sur un immeuble qui aurait été cédé au ministre de la Santé à Yaoundé au niveau du quartier Bastos, et comme par hasard, l'endroit, le lieu, le quartier où devait, n'est-ce pas, où on avait prévu faire, n'est-ce pas, les tests pour l'embarquement et pour le débarquement, c'est au quartier Bastos. C'est à Meditest SA, au quartier Bastos. Et comme par hasard, également, il se trouve que Mediline Medical a gagné, dans le cadre de la passation des marchés spéciaux Covid-19, a gagné des marchés pour l'acquisition des tests rapides de Covid-19 de 7 milliards de francs CFA, fractionnés en deux morceaux. Un marché de 1 milliard 750 millions et un autre marché de 5 milliards 250 millions. Bénéficiaire Mediline Medical. Alors il se trouve que quoi? Maintenant on parle de Meditest SA. Meditest SA ne serait-il pas, n'est-ce pas, le pendant ou alors une société écran de Mediline Medical qui a pour objectif, entre autres, n'est-ce pas, de faire des tests payants au Cameroun. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où le gouvernement de la République passe un marché de 7 milliards de francs CFA à Mediline Medical pour l'acquisition des tests rapides Covid, et on crée notre structure qui n'a aucune expérience avérée, aucune expertise avérée en la matière de par le monde, qui va venir faire les tests qui seront payants. Voilà où se trouve le problème. Alors je me pose bien la question de savoir pourquoi depuis les dénonciations de l'honorable Nitieux, les parquets de la République n'ont pas encore ouvert une information judiciaire au sujet de cette affaire. Mais est-ce à dire que M. Manaouda Malaché est devenu tellement puissant au point de disposer, n'est-ce pas, des appuis terribles dans les hautes sphères insoupçonnées de la République? Parce que ce qui se passe là, je pense pour ma part qu'il est temps de mettre fin à la saignée. Parce que tel que ça continue là, je vais chuter par là. Il y a un autre scandale, le scandale de la couverture santé universelle. On va en parler tout à l'heure. Et vous verrez, ce sera pour vous médire quelque chose. Médire quelque chose. Donc, il faut faire très attention. Je dis, je me pose la question de savoir ce qui justifie le silence, n'est-ce pas, assourdissant des parquets de la République. On ne doit pas profiter de la détresse des Camerounais pour s'enrichir. Les mafias ne doivent pas venir s'incruster comme des sangsues sur le dos des Camerounais pour les appauvrir davantage. Alors après vous, Jean-Robert Wafo, il faut indiquer que le ministre de la Santé publique n'a pas reconnu de deal avec ses prestataires. Il dit avoir agi en toute transparence. Mais Edmond Kambia, des questions se posent sur l'instauration initiale des tarifs pour le dépistage du Covid-19 dans les aéroports au Cameroun, près de 90 000 francs à débourser, 60 000 francs au départ et 30 000 francs pour ceux qui viennent de l'étranger et qui débarquent au Cameroun. Tollé des réactions au sein de l'opinion publique, clameur pendant près de 24 heures et un rétro-pédalage. Comment appréciez-vous cette gestion de ce cas précis concernant la lutte contre la pandémie de Covid-19? Je dois dire que à la suite du tollé auquel vous faites part et dont on a vu les effets au niveau des réseaux sociaux et bientôt dans les médias, au sujet des tarifs annoncés pour ceux qui veulent voyager, quitter le Cameroun pour l'étranger et pour ceux qui veulent débarquer au Cameroun. 30 000 francs pour ceux qui débarquent au Cameroun et 60 000 francs pour ceux qui veulent quitter le Cameroun, 90 000 francs au total. Et on se rend compte qu'en quelques jours, il s'est passé tant de choses. Parce que c'est en quelques jours seulement qu'on annonce, n'est-ce pas, ces tarifs-là,
à travers la directive de la promotion de la santé. Et ensuite vient le ministre pour faire une sorte de démenti, parce que c'est un démenti appel voilé, d'une mesure que ces services ont annoncé. Lorsqu'il dit sur instruction du président de la République, ces dépistages ne seront plus payants, ils seront plutôt gratuits. Mais en réalité, cela montre la manière, j'allais dire, calamiteuse avec laquelle, n'est-ce pas, on gère les biens de l'État, on gère le bien commun. La manière avec laquelle on gère la santé des Camerounais et de tous ceux qui vivent au Cameroun ou qui arrivent au Cameroun. J'ai dit c'est grave. Et comme tu l'as si bien dit, Cédric Noufélé, des questions se posent. D'où vient-il donc? D'où est venue l'idée d'annoncer, de présenter et d'annoncer les tarifs pour lesquels ceux qui quittent le Cameroun devraient payer les tests? Et pour ceux qui arriveront au Cameroun devraient payer les tests. À partir du moment où tout le monde sait, depuis l'annonce du Covid, la pandémie de la Covid-19 dans le monde et en Afrique en particulier, on connaît comment le Cameroun a reçu des financements multiformes, y compris des dons de personnalités importantes dans le monde. Je disais multiforme, sous la forme bilatérale, sous la forme multilatérale, on ne comprendrait pas qu'après que nous savons que le Cameroun a reçu plusieurs dizaines de milliers de tests supplémentaires, c'est à ce moment qu'on annonce, à travers le ministère des Finances, des tests qui seraient payants? Non. Ministère de la Santé publique. Ministère de la Santé, des tests payants? Non. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela montre la manière, j'allais dire, j'ai d'abord dit calamiteuse, mais en même temps il faut dire chaotique. Il faut ajouter le terme chaotique. Parce que cela démontre qu'en réalité, il y a un gros problème. Nous sortons, n'est-ce pas, depuis quelques jours, n'est-ce pas, du vote de la loi de finances, au niveau de l'Assemblée nationale. On se serait attendu que ce qui est en train d'être fait ait été annoncé au préalable, au niveau des besoins, au niveau des dépenses et des recettes du ministère de la Santé. Mais si on va fouiller, on va se rendre compte que cette volonté de présenter des tarifs pour les tests n'ont jamais existé avant que les députés ne reçoivent les documents pour la loi de finances. Je voudrais, avant de chuter, dire ceci, M. Noufélé, et à l'intention des téléspectateurs, qu'il faut que ça cesse. Il faut que cette façon de gérer les Camerounais cesse. Et surtout quand il s'agit de la santé des citoyens camerounais, y compris la santé des non-camerounais, qui vivent au Cameroun ou qui arriveraient au Cameroun. On ne peut pas traiter des gens comme si on avait perdu totalement le sens de l'humain. On ne peut pas se faire du beurre. Au-delà et en violation des règles de loi, de la bienséance, de l'humanisme, tout simplement de l'humanisme. Parce que nous sommes quand même des êtres humains. Le ministre de la Santé est un être humain. Aujourd'hui, il est obligé de se retirer, de faire un rétro-pédalage en invoquant les institutions de la présidence de la République. Ça me rappelle un peu un autre incident que nous avons connu ici, il y a quelques mois au Cameroun. L'affaire des taxes, de la nouvelle taxation du téléphone. Et il y a eu un tollé dans les médias privés, sur les réseaux sociaux. On a assisté à un rétro-pédalage. À ce moment-là, c'était un autre ministère qui était concerné. Je voudrais dire, après cet autre rétro-pédalage, il faut que ça cesse définitivement. Parce que le monde entier nous regarde. Ce n'est pas seulement les Camerounais qui nous écoutent, le monde entier nous regarde. Et je suis d'autant ahuri qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, l'OMS a félicité le gouvernement camerounais pour la manière par laquelle elle a géré, n'est-ce pas, la pandémie du Covid. Mais si l'OMS apprend ce qui vient d'arriver... Quelle OMS? Non, on nous a annoncé. Ah bon, ok. On nous a annoncé que l'OMS aurait félicité le gouvernement camerounais pour sa gestion de la pandémie Covid-19. Est-ce que
L'OMS est au courant de ce qui vient de se passer il y a quelques jours. Il faut préciser que l'OMS Cameroun n'a pas reconnu de telles félicitations adressées au gouvernement camerounais de la part du responsable OMS Europe. Mais on va en parler dans cette émission. Georges Meka à Besselo, vous avez l'habitude d'être dans les avions, de faire les lignes internationales. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, à travers le ministre de la Santé publique, a annoncé en fin de semaine qu'il faudra désormais payer 60 000 francs CFA pour le dépistage du Covid-19 et la désinfection des bagages pour ceux qui quittent le Cameroun, et ceux qui rentrent dans le pays à travers les aéroports de Yaoundé et Douala payent 30 000 francs CFA. Que pensez-vous de tels tarifs pour le dépistage de Covid-19? Quels pourraient être des enjeux? Bon, déjà par analyse comparative, pour entrer en Côte d'Ivoire, on paye 50 000 francs CFA. Ils l'ont peut-être mieux expliqué. Et pour nous ici, si une telle mesure devrait être prise, je salue déjà la démocratie, la réaction des alertes qui ont été faites autour de l'instauration, la tentative d'instaurer justement un tarif, et le ministre qui se rétracte et dit le tarif n'est pas applicable. Donc il faut saluer déjà la réaction des uns et des autres. Donc il n'y a pas eu d'effectivité. C'était probablement une annonce qui n'est pas en moins de 72 heures. Elle a été enlevée, donc il n'y a pas eu d'effectivité. Donc il faut, je prends cela comme il y a eu par rapport à la dotation pour la décentralisation. L'État n'a pas tous les moyens aujourd'hui d'assurer le rôle qu'elle veut faire pour le Covid. C'est une dépense qui n'était pas budgétisée jusqu'au mois de mars 2020. Il faut bien expliquer lorsqu'on veut prendre une mesure. Et je rejoins les copanélistes. Elle n'est pas inscrite dans la loi des finances, contrairement à la taxe de 25% qui avait été inscrite pour les téléphones. On ne peut pas instaurer immédiatement, en moins de 3 jours, une taxe sur les tests. D'autant plus qu'il y a d'autres structures qui font ces tests-là et qui sont gratuites. Pourquoi aujourd'hui les centraliser autour d'une seule, je dis bien, une seule entité pour le faire, dont on ne reconnaît pas et dont on ne connaît pas, à l'instar du Centre Pasteur, son expérience à faire de tels tests. Donc, pour simplement, il faudrait que la CONAC se saisisse d'un tel dossier, fasse une investigation conforme et nous donne les résultats. Sinon, on va continuer à rester dans des supputations, et peut-être ça doit faire l'objet d'un point de presse du ministre de la Santé. Georges Meka Besselo, il faut préciser qu'en Côte d'Ivoire, la décision d'instauration d'un tarif de 50 000 francs pour les voyageurs internationaux a été prise lors d'un conseil des ministres présidé par le président Alassane Dramane Ouattara. Et ensuite, il y a eu un communiqué signé du ministère de la Santé publique et du ministère des Transports en Côte d'Ivoire pour préciser les modalités de paiement au trésor public ivoirien. Et après le reçu délivré à l'usager, il peut se rendre dans un hôpital de son choix agréé Covid-19 en Côte d'Ivoire pour effectuer le test. Mais au Cameroun, on parle d'une structure privée coréenne qui a le monopole d'effectuer les tests et à qui l'on devrait débourser près de 90 000 francs CFA. Comment appréciez-vous la gestion dans ces deux pays? Non, en Côte d'Ivoire, il y a simplement eu une mise en forme décidée autour d'un conseil des ministres. Est-ce que ça veut dire qu'au Cameroun, après le rétropédalage du ministère de la Santé, si on nous présente une décision du conseil de cabinet, est-ce que ça veut dire que c'est toujours légal, tant qu'elle n'est pas dans la loi des finances? Mais ce sont également des mesures urgentes qui peuvent être prises. Ici, nous constatons qu'il y a une présomption d'intérêt personnel. Il faut mener une enquête. Les gens ont dénoncé, c'est très bien. Le ministre a pris note. Il a enlevé cette mesure et je crois qu'à partir de maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est bas la terre. Après vous, Georges Meka, Raphaël Ndungu, sur cette politique menée en l'espace de 3 jours, décision prise, rétropédalage, instruction du président, est-ce que pour vous c'est un désaveu du ministre qui a voulu faire un passage en force
ignorant le conseil interministériel chargé de la coordination de la riposte sanitaire? C'est-à-dire qu'il faut déjà noter que le bon Dieu aime le Cameroun. Le bon Dieu aime le Cameroun parce que si on avait atteint le niveau des autres, c'est-à-dire l'Espagne et les autres pays, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Et quand le bon Dieu aime le Cameroun, justement, vous allez vous rendre compte que si quelqu'un venait à vouloir prendre une décision qui va à l'encontre des populations, le bon Dieu même ne va pas accepter. C'est pour cette raison que vous avez parlé de tout là. Tout le monde a jeté un coup d'œil dans la toile. Ça allait déjà dans tous les sens. Les gens se posaient des questions. Est-ce qu'on tient compte du petit commerçant qui va aller à Dubaï chercher la marchandise et venir vendre au Cameroun? Quand on sait bien que cette affaire-là a touché l'économie mondiale et que le Cameroun n'est pas en reste. Donc du coup, il n'est pas question de prendre une décision pour mettre en mal les Camerounais, étant donné qu'en dehors du salaire minimum était garanti que les uns et les autres ont évoqué, les petits commerçants ou les moyens sont dans des problèmes aujourd'hui à cause de l'économie qui en baisse, à cause de leur marchandise, si vous voulez, qui a pris justement un coup. Donc vous vous rendez donc compte que le ministre arrive aujourd'hui, sort un communiqué. Nous avons vu les éléments à la chaîne nationale quand on a annoncé que cette affaire-là va coûter 60 000. Quand on sait que le président lui-même avait dit que les tests sont gratuits. Donc c'est là tout le problème. Le problème c'est quoi? Est-ce que c'est chacun qui veut se faire son one-man show autour de cette affaire? Est-ce que c'est chacun qui prend ses décisions, non sans consulter au moins le chef du gouvernement? Ça devient un problème de manque de synergie. Nous l'avons souvent dit de par le passé, que si le gouvernement peut travailler en synergie, c'est-à-dire qu'on reçoit des ordres de qui, et lorsqu'on a une décision à prendre, on consulte qui, avant que de la mettre au goût du jour. Vous vous rendez donc compte que le président suit en même temps aussi les réseaux sociaux. Même si ce n'est pas lui-même qui les suit, et suit personne, il y a des gens qui suivent. Quelqu'un me le disait encore hier que, droit de réponse où tu vas passer là, le président a ses yeux rivés dessus. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il est question que les ministres aident le président à travailler. Parce que tout ce que les gens disent touche d'abord le président de la République, c'est lui qu'on prend le doigt accusateur. Pourtant, un bœuf ne peut pas grimper un arbre. Vous avez besoin de tout ce monde-là pour travailler. Quelle que soit la personne qui sera présente dans ce pays, elle aura besoin des autres personnalités pour l'aider à travailler. Et si nous nous rendons compte donc que les gens ne veulent pas aider le président, parce qu'il suffit de prendre une décision comme ça, impopulaire, qu'on ne sait pas quelle est la goutte d'eau qui peut déborder le vase, on va se retrouver dans une situation qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Mais pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle mesure d'instauration des tarifs pour le dépistage du Covid-19? En principe, vous avez suivi, quand j'ai commencé, j'ai dit que le bon Dieu aimait le Cameroun. Vous pensez véritablement que si cette maladie-là était présente au Cameroun comme ailleurs, qu'on ne serait plus en vie? Alors, qu'est-ce qui justifie une telle décision? Je ne sais pas, plus nous avons, vous l'avez si bien indiqué, nous avons au Cameroun nos laboratoires, nous avons au Cameroun nos centres où on pouvait faire ces tests-là. Si même la décision arrive, pourquoi donner le marché, si vous voulez, donner le marché à Meditest pour venir faire ça au Cameroun? On aurait dû donc, si tant est que le test doit être payant, on prend donc nos centres que nous avons, qui sont agréés ici. On paye peut-être, c'est pas moitié prix, si véritablement il y a urgence à ce que ce soit payé, pour essayer d'alléger le montant. 60 000 lorsque vous sortez du pays et 30 000 quand vous revenez. Ça veut dire que vous partez à Dubaï, vous devez débourser 90 000 au-delà des frais que vous payez. Donc rien ne justifie cela. Et on ne peut pas prendre une telle décision. Quand le président Biya lui-même avait annoncé la gratuité de ces tests, on doit d'abord le consulter avant de prendre ce type de décision. Donc heureusement, nous disons Dieu merci encore, parce que cette décision n'a pas prospéré. Après vous, Raphaël, Maître Fidèle Doumbissi, sur quels critères de telles mesures, de tels tarifs ont pu être instaurés, selon vous? Lorsqu'on arrive à demander aux Camerounais de payer 60 000 francs CFA au départ du pays et 30 000 francs CFA pour ceux qui rentrent dans le pays.
Il faut relever, Cédric, qu'il s'agit là d'une question de santé publique. Et la santé publique est un service qui relève des prérogatives régaliennes. Et que c'est l'État, et surtout dans un contexte de pandémie, qui doit subventionner les traitements, qui doit également assister les populations. Et même si étant soit peu, les ressources de l'État ne sont pas suffisantes pour le faire, il faut que cela passe par des règles normales, comme certains panélistes l'ont relevé ici. Ça devrait passer par la loi des finances pour justifier les ressources et les dépenses du ministère de la Santé avant d'imposer ce tarif-là aux Camerounais. Et ça devrait normalement suivre les règles pour que ce soit payé au trésor public. Si, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, parce que si c'est inscrit dans la loi des finances, ça veut dire que c'est les ressources destinées au trésor public. Et si ce n'est pas fait, si ça n'a pas été fait et qu'il y a nécessité à ce que les Camerounais contribuent à cette dépense, il faut que cela respecte encore une fois la règle. Et je salue vraiment les concitoyens qui ont dénoncé et qui ont mis fin à cette forfaiture. Parce que, voyez-vous, dans cette affaire, il s'est agi de marché public, comme Raphaël vient de relever, et même beaucoup plus d'une délégation de service public. Et lorsqu'on doit faire la délégation de service public, suivant la réglementation, il y a des règles à respecter. Il faut d'abord faire l'appel à intérêt, ou bien faire l'appel à marché. Et même s'il y a urgence, parce que nous savons que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et qu'il y a toujours urgence à agir et qu'on ne peut pas respecter les délais qui sont impartis pour la délégation de services publics, pour faire un appel, il faut l'autorisation du Premier ministre. Parce qu'avec l'autorisation du Premier ministre, les délais peuvent être abrégés. Et là, à ce moment, on peut, ou bien le Premier ministre autorise à faire la concession de service à une entreprise précise. Et dans le cas d'espèce, il se prouve qu'il n'y a pas eu d'autorisation du Premier ministre pour qu'il y ait délégation de service public. Donc, de ce point de vue, il y a violation de la loi. Et je pense que les Camerounais vont s'habituer à s'indigner de façon collective pour des cas comme ça qui sont très récurrents dans notre pays. Et je pense également que s'il fallait faire la concession à une entreprise privée, il fallait revenir aux entreprises camerounaises, comme dit Raphaël. Et cette prétention à aller chercher des entreprises étrangères, comme Edmond l'a relevé tout à l'heure, s'agissant de l'affaire des téléphones, et un peu plus tard, un peu plus loin, c'était la question des ordinateurs qu'il fallait offrir aux étudiants. Et cela cache très bien mal la corruption. C'est la corruption. Et là, dans cette affaire, il y a les rétro-commissions. Et il faut qu'on enquête bien pour voir ce qui s'est passé, comme et bien dans d'autres cas, pour traquer les auteurs de corruption. Il ne faut pas que la CONAC vienne seulement nous lancer des chiffres fictifs pour nous dire qu'elle est en train de lutter contre la corruption. Voilà des cas bien précis, des cas où la CONAC peut investiguer et rapporter aux Camerounais et indiquer aux Camerounais ceux qui se livrent à ces actes qui sont préjudiciables pour notre économie et même pour notre société. Donc, moi je voudrais dire que comme le maire a relevé tout à l'heure s'agissant du ministère public qui n'agit pas. Il faut comprendre que dans notre pays, il y a l'exécutif qui est toujours lié au pouvoir judiciaire. N'en déplaise au ministre de la Justice qui récemment au Parlement a déclaré que le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir exécutif et que lui fait partie de l'exécutif. Surtout lorsqu'il s'agit d'un ministre. Le parquet ne peut pas le faire sans que le ministre de la Justice l'autorise. Et vous vous souvenez du cas de Bapès, paix à son âme, où le juge d'instruction avait pris sur lui de signer un mandat de dépôt et le lendemain, le président de la République l'a contraint à lever son mandat. Donc, pour des cas comme ça, pour que ça marche, il faut que le président de la République lui-même décide, parce que c'est son régime, c'est comme ça qu'il a constitué son régime, avec un pouvoir exécutif
imbriqués dans le pouvoir judiciaire. Et là, les autorités du parquet n'ont pas d'indépendance, puisqu'ils dépendent du ministre de la Justice. Ils ne peuvent pas engager des actions d'une telle envergure sans que le ministre de la Justice ne donne l'autorisation. Donc le ministre de la Justice donne l'autorisation à travers le procureur général près de la cour d'appel. Après vous, Maître Fidèle Doumbissi, Georges Mekabesolo, sur la question de la délégation de services publics à une entreprise privée coréenne sur les questions de santé publique, quel regard portez-vous sur ce point qui suscite des interrogations? Bien, je crois que les co-panélistes ont déjà tout dit. Je veux juste dire qu'il nous faut définir un cadre légal pour cette lutte contre le Covid. Et nous ne sommes pas sortis des questions. Le vaccin, les tests, les vaccins sont déjà disponibles et bientôt, pour sortir du Cameroun, peut-être les pays étrangers vont demander à ce que ceux qui voyagent soient vaccinés. Donc il faudra définir un cadre légal justement. Est-ce que le vaccin deviendra gratuit? Est-ce que le vaccin sera payant? Donc voici l'opportunité de ces tests qu'on introduit et qu'on doit payer aujourd'hui, sans oubliez que le risque est externe. Au vu de la contamination à l'étranger et des voyageurs qui entrent, je crois qu'il y a nécessité de performer les tests à l'entrée du Cameroun aujourd'hui. Et peut-être, si l'État n'a pas suffisamment budgétisé cela, il faut au moins que l'État déclare un montant minimum encadré par les tests existants. Après vous... Avec vous, Edmond Kamgia, dans cette affaire, il y a le Premier ministre qui est quand même chargé de coordonner le comité interministériel chargé de la riposte contre cette crise sanitaire, cette pandémie du Covid-19. Comment expliquer qu'une telle décision d'instauration des tarifs a été prise sans qu'il n'y ait une précision venant des services du Premier ministre sur une autorisation qui a été donnée par le chef du gouvernement? Je dois dire que c'est peut-être la plus grande curiosité dans cette affaire. Parce que c'est au niveau du chef du gouvernement qui coordonne tout ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun que les choses auraient pu être gérées. Et il y a même un comité interministériel qui aurait dû se dérouler, au terme duquel il y aurait eu au moins un communiqué qui aurait précisé dans le cadre de la sensibilisation, pour que les Camerounais soient mieux alertes sur ce qui vient de se passer, pour les préparer à une éventualité. Ils vont peut-être débourser de l'argent pour telle ou telle raison. Mais quand tout ça n'a pas pu être fait auparavant, cela suscite d'énormes interrogations qui montrent bien qu'il y avait peut-être quelque part au niveau du ministre de la Santé et peut-être de certains de ses collaborateurs, une volonté doublée d'intérêts cachés. Et c'est pour cela que je souscris. En même temps que les autres panélistes qui l'ont dit, il est important que le Comité national de lutte contre la corruption puisse investiguer sur ce cas précis et nous dise qu'est-ce qui s'est passé. D'un. De deux, il faudrait dire que depuis quelque temps, on s'est rendu compte que certains membres du gouvernement ont tendance, je n'allais pas dire à ne pas prendre en compte la position du chef du gouvernement, mais à minimiser ou à banaliser le rôle et le statut du Premier ministre, chef du gouvernement. Et ça fait partie des choses qui montrent que la cohésion gouvernementale a un problème. Et que le fait de ne pas reconnaître au Premier ministre, chef du gouvernement, sa place. Parce que dans ce cas précis, il fallait l'autorisation expresse du Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que c'est lui qui coordonne cette activité-là, de la lutte. Et c'est lui qui reçoit les instructions du président de la République, qui est au-dessus et qui rend compte et qui donne les grandes directives qui sont exécutées par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui permet donc au ministère concerné par la lutte d'agir. Donc ici, il y a un gros manquement de la part du ministère de la Santé par rapport à l'autorisation expresse qu'il aurait dû avoir du ministre de la Santé, sauf preuve du contraire.
Et il y a autre chose qu'il faut dire également ici, c'est que nous sommes à un moment très important. J'allais dire, on sort d'une période où on s'est battu, le Cameroun s'est battu, les Camerounais se sont battus pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et on a réussi, je peux dire, on a réussi, n'est-ce pas, avec la rentrée scolaire. Le premier trimestre qui tire à sa fin et le deuxième trimestre qui va bientôt arriver, on a l'impression que de plus en plus les Camerounais, les parents d'élèves, les différents ministères, éducation de base, enseignement supérieur et secondaire, font des efforts pour que on puisse tenir les enseignements dans les conditions difficiles. Et ce sont des sacrifices que font les parents d'élèves. J'insiste là-dessus. Parce que l'État n'a pas toujours donné tous les moyens qu'il fallait pour assurer la santé de nos élèves et étudiants, pour assurer, j'allais dire même le minimum, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des établissements scolaires, primaires et secondaires, et même du supérieur, où il n'y a pas de toilettes avec des salles d'eau. Et ce sont les parents d'élèves qui sortent de l'argent au niveau de l'éducation de base, comme au niveau de l'enseignement supérieur, pour que les établissements aient les papiers hygiéniques, du savon et tout le matériel hygiénique. Or, il se trouve que dans un contrat qu'aurait ficelé le ministère des enseignements secondaires avec une entreprise qui est censée assurer le minimum sur le plan hygiénique dans les établissements scolaires, pour lesquels les parents d'élèves déboursent 2000 francs, on ne voit pas le résultat de ce contrat-là. J'ai saisi cette occasion pour dénoncer. Dans un contrat qu'aurait signé le ministère des enseignements secondaires avec une entreprise privée encore, pour amener les parents d'élèves à payer 2000 francs dans l'ensemble des frais qui sont payés et pour lequel le travail n'est pas fait, ça pose problème et nécessite, j'insiste, une enquête du Comité national de lutte contre la corruption. Allez vérifier, il y a 2000 francs que payent les parents d'élèves, les APE, pour lesquels une entreprise privée est censée apporter tout le minimum, tout le nécessaire pour le côté hygiénique dans les collèges et lycées. Et ce travail est fait, est pratiqué de fait, est réalisé par les parents d'élèves alors qu'il y a une entreprise privée qui devait le faire. Alors, ça, c'est également une autre piste d'enquête. Le secteur de la santé, Jean-Robert Wafo, qui se trouve dans le top 10 des secteurs perméables à la corruption, et cette situation de rétropédalage concernant les tarifs de dépistage de Covid-19 vient renforcer ce sentiment de suspicion sur des pratiques de corruption dans les services publics, notamment dans le secteur de la santé publique. Quel est votre regard à ce sujet? Écoutez, depuis la survenance de la pandémie, je pense qu'il faudrait multiplier le coefficient de corruption au niveau du ministère de la Santé, même par 4. Raphaël Ndougou a dit c'est Dieu qui sauve le Cameroun. Oui, c'est Dieu qui a sauvé le Cameroun, qui est en train de sauver le Cameroun par rapport à la pandémie de la Covid-19. C'est Dieu qui sauve le Cameroun à travers Monseigneur Cléda, qui a pu trouver une potion magique, une potion exceptionnelle, ainsi que la médecine traditionnelle. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que il ne faut pas tourner en rond. Il y a une mafia qui gravite autour du ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi. Parce que, voyez-vous, Meditest, quelle est l'expertise de Meditest? Est-ce que Meditest a existé quelque part dans le monde? Non. J'ai fait des recherches, non. C'est une structure, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui vient d'être créée. Tout comme Mediline Medical, qui dans le cadre de la passation des marchés spéciaux d'un montant global de 50 milliards de francs CFA en 3 mois, a eu la part du lion. J'ai parlé de 7 milliards de francs CFA. C'est un marché d'acquisition de tests rapides de Covid-19 fractionné en 2 lots. Un lot de 1 milliard 750 millions de francs CFA et un autre lot de 5 milliards 250 millions de francs CFA. C'est le 19 juin 2020. Et ce même 19 juin 2020,
parce que M. Meka a parlé, n'est-ce pas, des postes, n'est-ce pas, de santé situés au niveau des aéroports. Ce même 19 juin 2020, on a passé un marché spécial à une entreprise pour la construction d'un poste de santé à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, d'un montant de plus de 260 millions de francs CFA. Je dis d'un montant de plus de 260 millions de francs CFA. Ça veut tout simplement dire que, logiquement, s'il fallait même faire ces tests, s'il fallait même payer ces tests auraient dû se faire, du moins pour ce qui concerne Yaoundé, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Pourquoi on demande d'aller à Bastos le faire? À quoi on a servi ces 260 millions de francs CFA, le marché passé, à une entreprise pour la construction d'un poste de santé au niveau de l'aéroport de Simalène? Et puis, Meditest, on va tout de même pas me dire les raisons qui ont conduit, on ne pourra pas me justifier les raisons qui ont conduit au choix de Meditest. Meditest n'est ni un hôpital public, ni un centre agréé Covid-19. Plus encore, ce n'est pas un poste comptable, ce n'est pas un poste du trésor public. Parce que l'argent doit être reversé au trésor public. C'est pour dire que c'est une mafia. Et les conflits d'intérêts, il y en a. L'honorable Jean-Michel Nichat a suffisamment fait la démonstration. On parle d'un immeuble. Vous avez dit qu'il a démenti. Il a démenti quoi? Est-ce qu'il lui appartient à lui de démentir? Non. Pourquoi on retarde pour mettre sur pied, pour déclencher une information judiciaire autour de ces soupçons de détournement et de rétrocommission? Les parquets de la République, même sur simple dénonciation, auraient dû ouvrir une information judiciaire. Pourquoi tu vous dis qu'il faut attendre le ministère? C'est vrai que c'est une camerounaiserie, mais ailleurs, quand il y a une dénonciation, quand il y a des preuves, le parquet déclenche immédiatement une information judiciaire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Et puis je vais dire, les services compétents de la République doivent effectivement ouvrir une information. Et ces services devraient s'inspirer, n'est-ce pas, de l'ordonnance de renvoi dans l'affaire Edgar Alain Mebengor. On parle de prise illégale d'intérêt. Il devrait s'inspirer pour effectivement déclencher, c'est-à-dire que pour déclencher les enquêtes sur le ministre de la Santé dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Parce que, voyez-vous, M. Sédic Noufélé, quand je parle de 50 milliards, des fonds qui ont été, des marchés qui ont été passés, je vais parler de l'entreprise Orca. L'entreprise Orca, pour parler de la corruption. On avait fait part de ce que l'entreprise Orca avait fait un don de 4000 sacs de riz, c'est ça. Elle avait distribué ça au gouverneur des 10 régions. Mais dans le cadre de la passation, dans le cadre des marchés spéciaux d'un montant global de 50 milliards de francs CFA, l'entreprise Orca a bénéficié, n'est-ce pas, des travaux de réhabilitation et de construction de ses annexes pour un montant total de 700 millions de francs CFA. C'est-à-dire, un don ne saurait avoir de contrepartie. Mais en même temps, on dit qu'ils ont donné 4000 sacs de riz, ils ont offert un don de 4 sacs de riz, et en même temps, dans les marchés, n'est-ce pas, passés, les marchés spéciaux passés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, cette entreprise est bénéficiaire donc des prestations de l'ordre de 700 millions de francs. Mais officiellement, l'immeuble Orca avait été sélectionné pour la mise en place d'un centre agréé Covid-19 et recevoir des éventuels cas graves liés à la pandémie du Covid. Mais monsieur Sédic Noufélé, vous dites officiellement ça a été, Orca a été sélectionné. Il me souvient que le Premier ministre que le ministre de la Santé avait fait un tweet indiquant qu'il avait transmis au Premier ministre une liste de cliniques privées qui devaient être transformées en centres, qui devaient devenir des centres agréés Covid-19. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu cette liste. Avez-vous vu cette liste? Pour pouvoir dire que Orca a été sélectionné? Non, le bâtiment. Mais écoutez, je dis, je ne l'ai même pas vu, je dis, ça n'a jamais été écrit. La preuve, c'est que le ministre de la Santé avait dit il y a 7 cliniques privées une liste de 7 cliniques privées qu'il a soumises au Premier ministre à l'effet de les transformer en centre agréé de Covid-19. 5 à Douala, 2 à Yaoundé. Est-ce que cette liste est sortie pour que vous nous parliez de Orca, de bâtiments Orca sélectionnés? Non, en fait. Je me pose la question de savoir, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, pourquoi
ce choix vers une entreprise coréenne? Pourquoi? N'y a-t-il pas de formation hospitalière publique au Cameroun? N'y a-t-il pas de formation hospitalière, donc de clinique privée au Cameroun capable de faire ces tests? Est-ce que ça n'existe pas? Veut-on nous faire croire que faire un test Covid-19 est plus difficile que de procéder à l'opération sur une partie du corps humain, comme l'honorable l'a donc demandé? Non, il faut faire très attention. Il y a un conflit d'intérêts, un prise illégale d'intérêts, et il faudrait que les services compétents dans la République. Et puis, je vais dire... Et quelles en sont les conséquences politiques Et puis, les conséquences politiques... après ce rétropédalage, Jean-Robert Wafo? Mais d'abord, il y a une conséquence politique qu'il faut tirer, il faut virer. Il faut virer le ministre de la Santé. Parce que, c'est-à-dire, avec tout ce qui s'est passé depuis la survenance de la Covid-19, couplé à ça, couplé à cela, cette insubordination, ce peu de considération qu'il affiche à l'égard du Premier ministre, de l'autorité du Premier ministre qui est chef du gouvernement, doit logiquement amener le président de la République, n'est-ce pas, à tirer les conséquences qui s'imposent. Parce que il faut arrêter la saignée. Je parlais tout à l'heure d'un projet de couverture maladie, de couverture santé universelle. Qu'est-ce qui prouve que le Rubicon ne sera pas également franchi? Non, il faut stopper ça. Après vous, Jean-Robert... Il faut stopper ça. Et puis, je vais dire, le Premier ministre, il est chef du gouvernement, qu'on le veuille ou pas. Et à ce titre, il faut le respecter. Je ne comprends pas comment un membre du gouvernement, alors que le Premier ministre c'est lui qui préside le comité interministériel de lutte contre la Covid-19. Comment il ne peut pas se référer au Premier ministre? Et puis encore, dans son tweet de rétropédalage, plutôt que de mentionner même sur la forme que, après avoir consulté le Premier ministre, il dit sur haute instruction du président de la République. Ça veut dire que le Premier ministre ne sert à rien pour ce ministre. C'est très grave. Et dans ce cas où le gouvernement est, n'est-ce pas, remanié avec un Premier ministre qui reste et le ministre de la Santé qui part, ou tout simplement on dégage le Premier ministre et on laisse le ministre de la Santé. Parce que c'est une insubordination très grave. Et moi je dis, et ça je vais chuter par là, tout est mis en œuvre. Et je le redis toujours ici. Je vais toujours parler de la notion de grand soir. Et les Camerounais doivent comprendre cela. Il y a des réseaux qui, dans ce pays, ont décidé de neutraliser le Premier ministre, chef du gouvernement, malgré toute la bonne foi qu'il affiche dans la conduite des affaires. Il y a des gens qui ont décidé de le trianguler. Je me rappelle, quand il a été nommé Premier ministre, chef du gouvernement, avant même sa nomination, M. Sédhiou Noufélé, il a fait cette révélation, il faut le dire aux Camerounais. 2 jours avant sa nomination, sa maison a été brûlée dans son village. Mais qui a pu transmettre l'information aux terroristes qu'il devait être nommé Premier ministre? Pourquoi c'est sa maison seule qui a été brûlée et donc pas celle des voisins? 1. De 2. Prenons la séquence d'après. Dès qu'il est nommé Premier ministre, il prend, c'est-à-dire que le président de la République l'envoie, c'est-à-dire que rencontrer les forces vives dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il rencontre une délégation du SDF conduite par le chairman Nidjon Fundi. Et à l'issue de cette rencontre, il fait la déclaration suivant laquelle il est porteur d'un message du président annonçant la tenue du grand dialogue national et que ce grand dialogue portera sur tout sauf sur la sécession. Rapidement, 2 jours après, on voit le ministre de l'administration territoriale qui va sur une chaîne étrangère, ça il faut bien comprendre, dit que le dialogue ne portera pas sur la forme de l'État. Croire que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a pris sur lui d'aller contredire, d'aller tacler le Premier ministre, c'est être politiquement naïf. Justement, après vous... C'est une affaire de réseau. Oui. Et je dis... Votre position a été bien comprise. Et je dis qu'il faudrait que le président de la République... Après vous, je vous en prie, vous permettez à Raphaël Ndongo de pouvoir réagir. Le ministre de la Santé publique, dans ses différentes sorties les plus récentes, a indiqué que seuls certains Camerounais donnent le sentiment que la gestion de la crise sanitaire est mal faite, alors que le gouvernement a reçu des félicitations
recommandations du FMI et de certains partenaires pour la bonne gestion du Covid-19 avec ces derniers événements de rétropédalage sur des tarifs du dépistage du Covid. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion de la crise sanitaire, surtout que le Cameroun va accueillir d'importants visiteurs avec le Chan prévu dès début janvier 2021? Première chose, tous autour du coordonnateur, dont le Premier ministre, vous avez suivi, tout le monde est unanime là-dessus, qu'il faut faire avec le Premier ministre, c'est lui qui coordonne cette action. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il était ici à Douala et s'est rendu même également à Boya. Donc, première chose, c'est de travailler autour du Premier ministre pour véritablement barrer la route parce que nous aurons les étrangers ici. Mais il y a une autre chose, c'est tout simplement le fait qu'à un moment donné, nous l'avons souvent dit, le président devait donner des pouvoirs au moins au Premier ministre de suspendre un ministre quand il n'est pas compétent. Au moins de la suspension, même si elle est temporaire. C'est-à-dire que les autres ministres ne prennent pas le Premier ministre comme le premier des ministres. Parce que si M. Wafoutalé disait que le ministre de la Santé avait indiqué qu'il a recensé 7 cliniques, il a soumis à l'appréciation du Premier ministre. Pourquoi pour ce qui concerne donc les 60 ou 90 000, il n'a pas fait la même chose? Pourquoi cette fois-ci, il prend sur lui et après, il tweet pour dire non, c'est le président de la République qui a demandé qu'on arrête? D'accord. Mais est-ce que cela est normal dans le pays où nous voulons fonctionner, si vous voulez, où nous voulons le développement? Le développement, c'est d'abord les hommes, le comportement même que nous avons vis-à-vis de notre hiérarchie, ainsi de suite. Quand nous voyons les efforts qui ont été déployés, vous savez, même ici chez vous, vous avez vu, à un moment donné, vous avez pris disposition avant d'entrer à cet immeuble pour barrer la route à cette affaire Covid-19. Il y a des hôpitaux installés même dans des entreprises parapubliques où on peut vous faire le test et le soir vous avez le résultat. Ça veut donc dire que ce n'est pas les moyens sur le plan national qui manquent, ce n'est pas les hommes formés qui manquent. Pour aller chercher, M. Wafo dit que ça n'existe pas, il a cherché partout sur la toile, ça n'existe pas, mais des tests. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Pourquoi on nous amène toujours, ça ressemble un peu à des entraîneurs qu'on va souvent ramasser, qui viennent se faire le nom au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a de la maîtrise d'œuvres ici au pays, mais on va chez les gens qui viennent se faire un nom. Donc, ces sociétés qu'on vient, ces deux sociétés qu'on amène ici, parce que peut-être les gens ont les intérêts, il faut justement que cela s'arrête. Et le Premier ministre même ne doit pas aussi le laisser. À un moment donné, il faut que le Premier ministre lui-même, s'il dormait, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille, pourquoi? Parce que le président a nommé un Premier ministre, et c'est lui qui est le chef du gouvernement. Quitte à ce qu'il nous demande au peuple que les ministres ne veulent pas travailler avec lui, ou bien refusent de suivre sa feuille de route, alors le peuple sera témoin de ce que les ministres qui sont autour de lui ne sont pas compétents, mais en même temps ne veulent pas collaborer avec lui. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, pour qu'un Camerounais se lève et aller même au marché, voici les fins de fin d'année, vous voyez comment c'est triste là dehors, parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous croyez donc que les Camerounais prendront l'argent où, si vous voulez même sortir pour aller en Centrafrique, vous devez débourser 90 000. Et si vous le faites au bout de 3 mois, mon Dieu, vous allez prendre cet argent là où? Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte que l'économie camerounaise, c'est vrai, mais il faut donc qu'on se serre les coudes. Il ne faut pas que ce soit une affaire où on va amener les gens pour venir s'enregistrer ici et repartir. Dieu merci. Je dis encore que Dieu merci parce que très rapidement, cela a été stoppé. Mais comment on fait pour éviter ce genre de choses dans l'avenir? Et pour éviter ce genre de choses dans l'avenir, il faut que les gens soient sérieux. J'aime souvent un refrain de l'hymne national. Que tes services soient leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Il faut bien que les gens prennent des dispositions. Lorsqu'on vous désigne à la tête d'un département ministériel, ce n'est pas pour votre famille, c'est pour tout le peuple camerounais. Et quand on parle de santé, à un moment donné, vous imaginez un plateau comme celui-ci. Vous n'avez pas trop entendu parler des partis politiques. Tout le monde est unanime que ce n'est pas normal que les Camerounais perdent de l'argent et surtout que ce soit les expatriés qui viennent prendre cet argent-là. On aurait bien voulu payer comme on paye dans les caisses, dans les hôpitaux. Il y a des perceptions et tout ça là-bas. On paye pour les caisses dans les caisses d'État. Mais là, dit comme ça facilement, on a annoncé cela facilement. Heureusement que nous ne sommes plus à l'époque de Mathusalem. Il n'y a plus une information qui peut se cacher aujourd'hui. Ça se partage, ça se discute sur la toile et les gens donnent leur point de vue. Et c'est ce que le président attend du peuple camerounais.
Parce que c'est justement lui qui avait permis, il avait dit qu'on n'a plus besoin d'aller au maquis pour exprimer nos opinions. C'est ce que nous faisons au quotidien et cela peut aider pour le développement de notre pays. Autre sujet dans cette émission, Georges Meka-Besselot, plus de 4000 dénonciations enregistrées par la CONAC en 2019, dénonciations d'actes de corruption. Et dans le top 10, c'est les structures des finances publiques qui enregistrent la palme d'or des actes de corruption. Comment analysez-vous cette présence des structures publiques, notamment ministère des Finances publiques, Trésor, douane, impôts, qui sont cités parmi les secteurs où il y a le plus d'actes de corruption au Cameroun? La corruption nous coûte très cher. Elle nous coûte plus de 1200 milliards pratiquement tous les ans. Ça ne concerne pas simplement l'administration publique, mais également le secteur privé. Il faut saluer l'affluence des dénonciations qui ne cesse d'être un éveil des Camerounais et sensibiliser davantage ces Camerounais à le faire. C'est à ce prix-là que nous allons améliorer justement notre gouvernance. Si on prend le rapport de la CONAC de 2017 qui disait qu'entre 2010 et 2015, c'était plus de 1271 milliards qui ont été détournés ou qui ont causé un préjudice financier à l'État, qui valait en 2016 75% du budget d'investissement public. C'est énorme. Il y a eu des efforts, les efforts de la CONAC et du TCS ont permis de recouvrer plus de 52 milliards de francs CFA, mais encore une fois de plus, cette lutte ne doit pas s'arrêter. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse aux pratiques de corruption. Lorsque dans les finances publiques, on dit qu'il y a des rétrocommissions qui persistent, lorsqu'il y a des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui viennent créer des entreprises ou alors payer des impôts, il y a également ce problème de corruption qui se pose. Il y a du côté de la douane. Comment analysez-vous ces pratiques qui persistent? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Ouais, bien évidemment, cette situation existe. Elle existe parce qu'il y a une faiblesse dans les procédures. Pour améliorer cela, il faut institutionnaliser déjà un contrôle permanent. 2, il faudrait réviser le schéma justement de corruption. La CONAC fait un bon travail de saisir les dénonciations, de mener des enquêtes, transmet parfois le dossier au parquet, qu'il saisit, mais ça prend du temps. Mais doit également nous dire, écoutez, c'est à ce niveau que nous avons découvert les actes de corruption. Il faut modifier le schéma des procédures, par exemple de dépenses. On peut sanctionner, on peut emprisonner, on peut condamner à 10 ans de prison. Ça nous coûte cher parce que le dirigeant d'entreprise que vous condamnez a peut-être un diplôme d'un doctorat. Maintenant qu'il se retrouve derrière les barreaux, il est aux frais du ministère public. Le courant en prison, c'est l'État qui paye. Déplacer une voiture pour l'amener dans un centre de santé ou un hôpital en cas de maladie, c'est l'État qui paye. Assurer qu'il soit gardé, c'est l'État qui paye. Donc, ça coûte extrêmement cher. Il faut également décentraliser. Pendant qu'on parle de la décentralisation, certaines de ces institutions, la CONAC n'a pas de représentation dans les régions, elle n'en a pas dans les entreprises, elle n'en a pas dans les ministères, à part les cellules qui n'ont pas vraiment la force de prendre position, si ce n'est d'enregistrer des dénonciations. Il faut rendre les auditeurs et certains vérificateurs des auxiliaires de justice. Les enquêtes prennent trop de temps. La dénonciation en moyenne prend 3 mois avant qu'une enquête soit déclenchée. Voilà où on peut renforcer justement la lutte contre la corruption. On a vu les efforts au ministère des Finances avec le comptage physique des fonctionnaires qui ont permis d'éliminer les soldes fictifs, d'économiser 32 milliards entre 2019 et 2020, c'est à féliciter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Pourtant, après vous, Georges Meka, maître Fidèle Djoubissi, malgré cette opération de comptage physique
des personnels de l'État, il y a toujours des dénonciations sur le fait que des rétrocommissions doivent être payées pour que des fonctionnaires obtiennent leur rappel ou leur solde au ministère des Finances publiques et dans d'autres services déconcentrés des structures des finances publiques au Cameroun. Comment appréciez-vous ces dénonciations-là ? Il faut relever, Cédric, que la corruption est installée au sein des administrations publiques de notre pays et que le régime en place n'a pas la volonté ferme de lutter contre ce fléau. Et la corruption est l'un des piliers fondamentaux sur lesquels repose ce régime. Et le régime encourage et entretient la corruption parce que, voyez-vous, il fut une année, quelques années seulement après la réduction drastique des salaires des fonctionnaires, M. Biya s'est retrouvé en France où il a accordé une interview à un journaliste français où on lui pose la question sur la corruption. Il a dit, on vient de couper les salaires de 70%, comment voulez-vous que les fonctionnaires vivent. Et sur le plan politique, c'est une manne pour le régime RDPC parce que le plus souvent, lorsqu'il y a campagne, vous voyez que ce sont ces autorités administratives-là qui sont au centre de la corruption, qui mènent la campagne et qui font tout pour que leur champion gagne et les ressources qu'ils utilisent proviennent des actes de corruption. Donc c'est pour ça que le régime ne s'attaque pas de manière frontale à ce fléau. Et l'on le voit dans le dispositif de lutte contre la corruption. Vous voyez, la CONAC, qui est l'organe chargé de lutter contre la corruption, montre sur le plan des opérations qu'elle est incapable, déjà par les hommes qui sont choisis à lutter contre la corruption au sein de cette institution. On avait désigné un pasteur à la tête de cette institution qui avait donné beaucoup d'espoir aux Camerounais. Mais dans la pratique, nous nous sommes rendus compte que ce qui n'a pas satisfait les Camerounais dans leurs attentes, avec beaucoup de cas que nous avons connus. Je cite le cas de la société Congecam, où la CONAC a démontré avec beaucoup de force qu'elle n'avait pas vraiment, que les hommes qui sont au travail ne sont pas compétents. Vous voyez, la CONAC qui va se mêler du travail des inspecteurs des impôts, du travail des inspecteurs de douane et même du travail du consupé, et là, elle perd les pédales et montre que ces personnes ne sont pas compétentes. Et elles sont là depuis, je pense, depuis 2006 qu'on a créé la CONAC. Donc, ça fait 14 ans que les mêmes personnes sont là et elles ont prouvé qu'elles n'ont pas la compétence de combattre la corruption et on ne les remplace pas. Donc, et je regardais aussi également dans le dispositif structurel où il manque des instruments juridiques forts pour lutter contre la corruption. Ces instruments juridiques, c'est de mettre d'abord en œuvre l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Parce que les autorités administratives qui sont en contact avec les administrés, avec ceux qui demandent des services publics, doivent justifier, ils doivent avoir une traçabilité de leur possession, de leurs biens, pour qu'on sache pour qu'on puisse être convaincu qu'ils ne se mêlent pas de corruption. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement de détourner les fonds publics, c'est l'argent que les contribuables, que les administrés, les usagers du service public payent. Et là, ça touche beaucoup plus le portefeuille des citoyens. Et si on applique la loi sur la déclaration des biens, il y a un décret qui a organisé la commission. Il reste que le président de la République désigne les membres qui sont chargés de recevoir les dénonciations et également que cette commission rentre au travail. Et également, il y a l'infraction sur l'enrichissement illicite qui pourra aider à détecter avec efficacité ceux qui sont coupables de corruption. Et je suis d'accord avec mon compagnonniste d'à côté pour la décentralisation de l'institution chargée de la lutte contre la corruption. C'est pour ça que le président élu, le professeur Maurice Kamto, lors de la campagne 2018, dans son programme a indiqué que
dès qu'il sera élu, il mettra en place l'Agence nationale de lutte anticorruption et pour la bonne gouvernance. Et cette agence nationale aura des démembrements dans les régions ou bien dans les États fédérés, selon le choix des Camerounais pour ce qui est de la forme de l'État. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire que si le régime en place veut que la corruption cesse, il doit mettre en place des organes qui ont la force et des hommes qu'il faut, pas ceux qui sont là maintenant, parce que au contact de certains cas que nous avons relevés, nous avons vu on ne fera pas de fixation sur les personnalités. On va s'intéresser au rapport 2019 de la CONAC rendu public ce mois de décembre 2020. Raphaël Ndougou, les affaires foncières qui figurent à la deuxième position de ce top 10 des secteurs publics perméables à la corruption. Est-ce que vous partagez ce point de vue évoqué dans ce rapport concernant les affaires foncières, les difficultés d'obtention des titres fonciers, les actes de corruption dans les préfectures ou les administrations territoriales locales, parfois engagées dans ces opérations d'établissement des titres fonciers ou de vente de terrain? Avant cela, c'est que je voulais dire que la lutte contre la corruption nous concerne tous. On peut dire comme au quartier, tous contre un. Donc tous les Camerounais doivent être contre la corruption, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse. Maintenant, la CONAC travaille avec quelle méthode? Quelles sont les méthodes, les techniques de laquelle la CONAC utilise? Vous avez indiqué que c'est les dénonciations téléphoniques. C'est dire quelque chose, mais est-ce que c'est suffisant pour tordre le cou à la corruption? Maintenant, vous m'interrogez sur le cas du MINCAF. Effectivement, les procédures, parce que la CONAC est capable de démontrer que les procédures sont non seulement longues et peut-être mal montées, si vous voulez. Parce que vous achetez le terrain dans un village X, il faut qu'on achète le sous-préfet qui vient d'être peut-être nommé, et son SP va vous dire la descente du sous-préfet, c'est telle somme. Alors qu'il existe un chef de village dans ce village-là, qui peut facilement connaître le nom du propriétaire de tel terrain et les ayants droit, si vous voulez. Mais lorsque la procédure devient longue, c'est tout à fait facile que la corruption élit domicile à cet endroit par rapport aux procédures. Et ceci est valable même pour la situation que vous venez d'interroger Maître Jomissi tout à l'heure, parce que aux finances, c'est juste une virgule que je fais, aux finances, pourquoi quand vous travaillez à Soumaloumou et que vous venez d'être recruté, vous devez aller suivre votre dossier aux finances pour le rappel. Tout de suite, quand vous allez vous rendre compte que vous faites plusieurs kilomètres par mois, vous serez contraint, vous serez obligé de vous soumettre à la demande de paiement pour que votre rappel sorte. On peut trouver, je suis d'ailleurs d'accord avec M. Maka, décentraliser, non seulement décentraliser la CONAC et qu'elle soit présente partout, mais aussi même décentraliser notre administration parce que ça cause un vrai problème. Vous ne pouvez pas me dire que le sous-préfet, avec son état-major, descend sur le terrain pour, je ne sais pas tout, les procédures d'usage. Il faut donner le carburant. Alors qu'il y a le carburant du sous-préfet qu'il a par mois pour travailler. Est-ce qu'on ne peut pas alléger la procédure d'obtention du titre foncier pour éviter tout cela? Pour éviter qu'un état-major descende pour venir régler ce problème? C'est là toute la question. Donc moi je voudrais, pour finir, vous dire simplement que si nous participons tous à la lutte contre la corruption, et si on allège les procédures, on facilite les procédures, non seulement au niveau du MINCAF, comme vous l'avez ici indiqué, mais aussi dans les autres administrations. Parce que si ce n'est pas le cas, nous aurons toujours les problèmes de corruption. Et pourtant, c'est facile de diminuer parce qu'il est difficile d'éradiquer la corruption chez nous. Parce que même votre enfant qui est à la maison, quand vous l'envoyez, allez puiser le hibou d'un peu, dire que non, il va vous acheter les bonbons, il va courir. C'est déjà la corruption qui naît dans votre famille. Et vous imaginez comment, à l'approche des concours administratifs d'énervement, un enfant demande à son camarade, est-ce que ton père est parti donner l'argent pour tel concours? Donc vous voyez comment nous élevons nos enfants dans cette affaire. Et vous allez me laisser croire ici que c'est une affaire du gouvernement. Non, c'est l'affaire de tout le monde.
Parce que de peu ou de loin, nous avons déjà été soit corrupteurs, soit corrompus un jour, quelle que soit la manière. Peut-être parce que vous avez donné 1000 francs en visite pour aller payer la facture d'eau. C'est la corruption. Ça veut donc dire que dans nos mentalités, il faut qu'on change notre façon de vivre, notre façon de faire. Et il y a des possibilités de diminuer la corruption. Donc il faut donner également les pouvoirs, les moyens, non seulement de travail à la CONAC, mais le pouvoir aussi de pouvoir proposer des sanctions à l'endroit peut-être des Camerounais soupçonnés de corruption. Vous avez dit si bien dit que les finances passent devant. Tout simplement parce que tout cela est concentré au niveau des finances. Et maintenant, dernièrement, on a parlé de la situation des téléphones. Pour parler de la douane. Peut-être, moi j'avais été d'accord sur cette affaire, mais peut-être c'est la méthode qui n'était pas bonne. Parce qu'il fallait trouver un moyen pour que ceux-là qui importent des téléphones ne s'enrichissent pas au dos du contribuable camerounais. Parce que vous pouvez dans votre mallette prendre une centaine de téléphones en pièces détachées, vous venez monter ici, et les Camerounais payent ces téléphones chers sans autres formes de procédure. Alors que si vous déclarez la douane et que le Camerounais, au moment de venir acheter le téléphone, peut-être va vous demander si vous avez des douanes ou non. Parce que ce n'est pas tous les téléphones, des pièces détachées qui passent par le port ou bien qui passent par le fret. D'autres peuvent passer par les sacs à main. Donc c'est des procédures que nous devons ensemble réfléchir avec la CONAC et tout l'ensemble des populations du Cameroun pour tordre le cou à cette gangrène-là. Mais Raphaël, le MRC estime que la corruption est une arme de l'administration publique et du gouvernement et de votre parti pour pouvoir acheter les consciences au moment des périodes électorales, mais également pour pouvoir tenir les Camerounais malgré le contexte morose de la situation économique. Que répondez-vous? Je ne voulais pas qu'on vous tape sur les doigts quand on va vous dire que vous avez encore invité quelqu'un du parti. Je vous ai dit, je suis du parti, c'est vrai. Mais il ne faut pas m'interroger sur le parti. Mais je peux répondre pour dire à Maître que même lui-même dans sa corporation, et il y a de la corruption là-bas. Vous connaissez des événements à Douala. Ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a pas un secteur qui en reste. Maintenant, est-ce que c'est l'outil, comme il a dit, est-ce que c'est cet argent issu de la corruption qu'on va faire la campagne? Bien évidemment, si c'est donc ça, ça veut dire qu'on dit que même chez eux, lorsqu'on fait la campagne là-bas, on prend aussi l'argent comme... Chez les contribuables. Non, écoutez, c'est dire que nous faisons sérieux. Je ne voudrais pas qu'on entre dans cette affaire de parti politique, on va se perdre. On va se perdre alors que le Cameroun perd beaucoup d'argent. Je vais vous prendre l'exemple sur les téléphones. Est-ce que vous savez que cette affaire-là, honnêtement, on doit réfléchir mûrement pour éviter que les expatriés, les Chinois qui arrivent ici, viennent s'enrichir? Parce qu'on ne sait pas s'ils déclarent véritablement la cargaison des téléphones qui viennent ici en pièces détachées. On ne va donc pas mettre ça sur le dos d'un parti politique. Disons non à la corruption, et pour dire non, il faut que nous participons tous à la lutte contre la corruption. Mais maintenant, les mécanismes et les méthodes de la CONAC, j'ai l'impression que la CONAC est encore fragile pour véritablement sévir seule contre cette corruption-là. Et maintenant, la CONAC doit également avoir qui des magistrats en son sein, qui des avocats. Il faut bien que ce soit, la CONAC soit bien outillée et avec la matière grise qui va avec. Même les OPJ doivent être là-dedans. C'est une manière quand vous parlez la main dans le sac, tout de suite, la procédure contre vous est engagée. Donc je vous assure que ce n'est pas une affaire d'une personne. Après vous, Raphaël, Jean-Robert Roifo, les outils de lutte contre la corruption, au-delà de la CONAC, le Cameroun a l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, il y a le contrôle supérieur de l'État, il y a le tribunal criminel spécial qui a été mis en place. La CONAC, cela fait 10 ans déjà qu'elle produit des rapports. Selon Cameroun Tribune, elle a permis au Cameroun de sauvegarder 1652 milliards de francs CFA. Pour autant, l'on enregistre plus de 4000 dénonciations en 2019 et toujours un point de croissance perdu du fait de la corruption. Pour vous, ces outils de lutte contre la corruption sont-ils performants? Que faut-il faire? Ces outils auraient pu être performants si on avait renforcé leur capacité, n'est-ce pas, de mobilisation et de déploiement sur le terrain. Parce que voyez-vous, il y a la bonne question de budget. Le budget, n'est-ce pas, qui leur est alloué est très faible. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on prend le cas de la police, le budget de fonctionnement, par exemple, d'un commissariat de police, ou alors dans le cas de la gendarmerie, le budget de fonctionnement d'une brigade de gendarmerie, allez enquêter et puis vous serez surpris.
Et moi, avant de continuer, je me dois d'abord de relever qu'il y a un passager manquant. N'est-ce pas, dans le rapport CONAC, le passager manquant, c'est la corruption électorale. Voilà le plus grand passager manquant. Parce que les élections sont le mode par excellence de dévolution du pouvoir dans un pays qui se veut démocratique, qui se veut une république. À partir du moment où on ne mentionne pas, n'est-ce pas, les effets pervers de la corruption électorale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être que le fait que 2019 n'ait pas été une année électorale... Oui, mais il y a eu 2018, ils n'ont rien dit. Pour 2018, ils n'ont rien dit. Parce que voyez-vous, quand je parle de la corruption électorale, la CONAC aurait pu proposer, par exemple, que pour endiguer cela, qu'on institue tout simplement le bulletin de vote unique. Voilà une solution simple qui est moins coûteuse. Voilà, donc maintenant pour revenir au truc, il y a un problème sérieux. Pour combattre la corruption, il faut d'abord que ça commence par la cellule familiale ainsi que le voisinage. Ça, c'est à plus petite échelle. C'est-à-dire, quand vous envoyez un enfant, aujourd'hui, acheter une bouteille d'eau, quand il reste un peu d'argent et que vous lui dites prenez le reste, demain, quand vous allez donc l'envoyer et qu'il n'y aura pas de reste, il va se poster là devant vous, alors que vous avez donné ce que vous vouliez. Voilà comment la corruption commence, ainsi que le voisinage. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté politique? Est-ce qu'il y a un leadership qui montre ce qui a fait cette volonté, justement? J'en viens. Et puis, au sommet de l'État, il y a un déficit de volonté politique. Parce que M. Djoubissi parlait de l'article 66 qui n'est pas encore mis en application, malgré le décret portant constatation de cette commission. Les personnes chargées de les animer n'ont pas encore été nommées. Parce que cet article 66 aurait pu, par exemple, permettre de procéder, par exemple, au recensement, n'est-ce pas, des biens immobiliers de certains hauts cadres de l'administration. Parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on observe que les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Vous avez vu ça où ailleurs? Rares sont les pays qui sont dans cette situation. Et également, il faut relever le salaire. Il faut relever le salaire des agents publics. Que ce soit, par exemple, au niveau des magistrats. Vous ne pouvez pas demander à un magistrat, n'est-ce pas, de trancher sur une affaire qui porte sur des dizaines de milliards de francs CFA quand il est dans un bureau inadéquat, qui n'a même pas de climatiseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, d'appareil, je veux dire, d'ordinateur, même... Non, c'est pas possible. Et puis, pour que cette corruption également puisse être irradiée de façon considérable, il faudrait que l'État prenne en charge certains secteurs comme l'éducation, comme la santé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner 500 000 francs CFA, 600 000 francs, 800 000 francs le mois. Mais ça, c'est pour vous, c'est pas pour vous seul. Si autour de vous, il y en a qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à aller à l'école, à peine vous retournez chez vous, que vous trouvez déjà des situations à la maison. Donc, c'est un problème d'ensemble que l'État devait résoudre. Il faudrait endiguer le chômage, il y a tout un arsenal de mesures qu'il faudrait prendre. Et une fois de plus, je dis, il faudrait que la CONAC ne s'arrête pas là, qu'on renforce les capacités de la CONAC, que la CONAC puisse saisir, n'est-ce pas, la justice sur des cas, afin qu'une information soit judiciaire soit faite, que la CONAC désigne les personnes, parce qu'à l'heure où on parle, bien avant, la CONAC désignait les responsables. Donc ceux qui étaient coupables d'actes de corruption. Mais depuis un certain temps, la CONAC ne les désigne plus. Les noms ne sont plus mentionnés dans les rapports. Pourtant, le fait de mentionner des noms participait, n'est-ce pas, d'un exercice de dissuasion contre ceux. Parce que quand vous restez comme ça et que vous vous rendez compte que votre nom est inscrit dans un rapport CONAC, mais attention, même si vous avez jeté la honte au chien, il y a que vous n'avez pas marché là-dedans, la tête haute dans la route. Donc dans la rue, je veux dire. Donc il faut en même temps relever les salaires des agents publics. Ça, c'est extrêmement important. Il faudrait que l'État s'occupe de l'éducation, de la santé, finance, subventionne, un peu comme ça se passe en France.
un peu comme ça se passe dans les pays scandinaves, un peu comme ça se passe au Canada. Que l'État prenne, c'est-à-dire que les gens puissent fréquenter gratuitement. Et ce n'est pas l'argent qui manque, M. Sédine Noufélé. Prenez le budget de 2021. Quand on vous dit que pour les frais, qu'on a alloué 70 milliards de francs CFA pour les frais de représentation des cérémonies de fêtes officielles pour le compte de l'exercice 2021, alors qu'on est en plein Covid. Mais vous comprenez que ce n'est pas l'argent qui manque. Vous comprenez bien que ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, il faudrait à tout prix, il faudrait, parce que la corruption nous fait perdre. Vous avez parlé d'un point sur la croissance, c'est énorme. C'est énorme. Il faudrait également qu'on enquête, n'est-ce pas, dans plusieurs autres secteurs névralgiques. On a parlé, n'est-ce pas, des finances. Jusqu'aujourd'hui, M. Meka Abesolo a parlé de l'assainissement du fichier solde. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un agent être poursuivi en dehors de 2 ou 3 boucs émissaires. D'autres sont là, on nous parle de 32 milliards de francs CFA d'économie, c'est bien, mais pour davantage dissuader ceux qui sont tentés de procéder à la même chose, de revenir en force par d'autres mécanismes, on aurait dû donner les noms, on aurait dû faire publier une liste pour dire voici ceux qui ont piocher indûment dans les caisses de l'État de telle période à telle période, voici le montant global et on les met en débat en procédant ainsi. On les traduit en justice. C'est comme ça que ça doit se faire. Dans ce top 10, Georges Meka Abesolo, dans ce top 10, l'on constate que les secteurs concernés, finances publiques, affaires foncières, justice, force de maintien de l'ordre, santé, ce sont des domaines importants pour l'environnement des affaires. Quelles sont les conséquences économiques de ces pratiques persistantes de corruption au Cameroun? Ben écoutez, s'il faut monnayer les agréments, s'il faut monnayer les accords, s'il faut monnayer les autorisations, on l'a déjà dit, ça nous fait perdre des points de croissance, ça rend le pays moins attractif en termes d'investissement. Et ça ne nous permet pas d'investir à temps. Donc, nous perdons énormément. Mais il faut continuer de mettre l'accent sur les innovations. Je vais citer un cas que l'État peut appliquer, qu'on a vu dans d'autres pays. L'État a longtemps fait la sensibilisation et les propositions sur la gestion axée sur les résultats. Dans certains pays, pour obtenir un passeport en 3 jours, vous payez 200 000 francs. Vous évitez la corruption. Et on vous dit de payer 70 000 francs pour le tarif normal. Mais il faut que l'État insiste. Et l'État peut, pour ceux qui veulent avoir le passeport en 3 jours, ils vont payer directement au trésor public. Et l'État gagne. On a vu comment, lorsque l'État a dématérialisé le paiement au niveau des assurances, où la vignette maintenant est perçue par les assurances. En moins d'un an, l'État qui gagnait 5 milliards par an s'est retrouvé avec 9 milliards de perçus. Ça veut dire que l'argent fiduciaire qui était entre les mains des receveurs et des agents du Trésor est entré dans leur poche et n'était pas reversé dans les caisses de l'État. Donc il faut poursuivre ces innovations numériques qui vont forcer justement les gens à se comporter et à ne plus avoir justement la même mise. Il faut également davantage avoir un œil sur les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de détournement, on parle moins de faute de gestion, mais il y a comme une entente avec le secteur privé, ceux qui sont adjudicataires des marchés, de parfois monter le montant d'un marché. Et les rétrocommissions plus tard sont difficiles justement à tracer pour que ce soit la CONAC, que ce soit la NIF ou toute autre institution. Et aussi davantage institutionnaliser un contrôle permanent. Quand vous voyez les rapports du contrôle supérieur de l'État qui arrivent 2 ans après un exercice, il est déjà trop tard. Ça veut dire que lorsque il y a une dénonciation aujourd'hui, le manager a continué à piocher dans les caisses de l'État,
lorsque la sentence arrive, il est déjà trop tard. Et même, pour lui-même, il est difficile, lorsqu'il est mis derrière les barreaux, même pendant l'investigation, de prouver son innocence. Parce qu'il n'a plus accès, justement, aux documents. Donc, l'institutionnalisation d'un contrôle permanent va également permettre à ce que la corruption à temps soit détectée et évitée. Et permet dans un cadre comme celui-ci, où il y a une rarification des ressources, où on recherche des niches fiscales, la lutte contre la corruption est une niche fiscale si véritablement on y met de notre sien, et tous les Camerounais, bien évidemment, y participent. Ces rapports de la CONAC sont d'abord transmis au chef de l'État, tout comme le contrôle supérieur de l'État n'agit qu'en fonction des instructions du président de la République, Edmond Kambia. Tous les regards sont tournés vers ce leadership dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais pourquoi ces pratiques persistent alors que le chef de l'État donne le sentiment à travers ces différents outils qu'il y a une volonté de lutter contre la corruption, mais dans la pratique, c'est une autre réalité que vivent les Camerounais? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est normal que le contrôle supérieur de l'État, comme la CONAC, fasse des rapports. Mais en même temps, au-delà des rapports qu'ils font, ils sont fragilisés et ils sont vulnérables parce que la présidence de la République qui reçoit ces rapports-là ne leur donne pas suffisamment de pouvoir et de compétences pour aller plus loin que le dépôt du rapport. Parce qu'il lui était important que la CONAC ait la possibilité de saisir directement la justice sur des cas précis, avérés, bien ficelés, qu'ils ont sous la main. Mais ils n'ont pas cette compétence, ils n'ont pas cette capacité-là. Il y a aussi une chose qui fragilise la CONAC à l'heure actuelle, la Commission nationale de lutte contre la corruption, c'est que depuis quelques années, nous avons l'impression, sur certains cas précis, qu'ils se sont transformés en instruments de règlement de comptes politiques. Et ce n'est pas bon. On a le cas d'un ancien ministre des marchés publics qui a été pratiquement voué aux gémonies, jeté en pâture, alors que tous les faits concernant cet ancien ministre des marchés publics ne sont pas avérés, comme dans le cas de Congelcam, où on a de bout en bout observé que tout ce qui a été dit relativement à Congelcam n'est pas basé sur des faits réels. Pire, ils se sont même trompés dans les dates au niveau de leurs investigations. Ils sont même allés au-delà de leurs prérogatives pour étaler leurs insuffisances sur le rôle même que doivent jouer les contrôleurs de l'État, les inspecteurs de l'État qui ont fait leur travail et rassurer qu'il n'y a pas de problème à tel ou tel niveau. Eux, ils viennent donner l'impression qu'ils sont plus experts que les contrôleurs de l'État. Et ça aussi, ça pose un problème au niveau de leurs compétences réelles. Donc, je pense qu'il faut renforcer les compétences, l'expertise de ceux que je considère aujourd'hui comme les experts de la CONAC, parce qu'ils ont très peu de véritables experts, puisque lorsqu'on se rend compte que les affaires vont devant les tribunaux, mais ils sont dans une situation très compliquée. Très compliquée. C'est comme si eux-mêmes ne maîtrisaient pas leurs propres attributions. Je voudrais continuer en disant qu'on a mis sur pied beaucoup d'autres instruments dans les mécanismes de lutte contre la corruption. Après que nous avons été le Cameroun champion du monde de la corruption en 98-99, pour montrer notre bonne volonté d'avancer, de sortir de la corruption, on a vu effectivement la CONAC qui a été créée, on a vu l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière qui a été créée, on a vu comment il y a eu un sursaut, une bonne volonté de mettre sur pied le tribunal criminel spécial, pour lequel j'ai déjà dit ici sur ce plateau qu'il y a un gros problème avec le tribunal criminel spécial, parce que ça fait en sorte que nous ayons une violation de la Constitution. Au-delà du côté positif que je vois dans le travail que mène la CONAC pour assainir, n'est-ce pas, les finances publiques, pour faire en sorte que ceux qui détournent beaucoup d'argent aient non seulement la possibilité d'être jugés, mais également de rembourser. J'ai dit, ça a fait en sorte que nous ayons deux catégories de citoyens au Cameroun. Puisqu'il n'y a plus l'égalité, la Constitution consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Mais à la CONAC, il n'y a pas l'égalité des citoyens devant la loi. Plus vous détournez l'argent, plus de 50 millions, et vous avez la possibilité de rembourser et être libéré totalement. Alors que celui qui veut le menu fretin, mais il est dans une situation compliquée. Il n'a même pas la possibilité d'être libéré alors qu'il a volé le menu fretin. Ça fait en sorte que nous ne sommes pas égaux devant la loi. Et c'est un gros problème. J'ai même pensé à une certaine époque, et je continue à le dire, que le tribunal criminel spécial, toutes ses attributions auraient dû être confiées à nos juridictions classiques.
Et ça aurait renforcé les pouvoirs de nos magistrats. On aurait fait en sorte que la magistrature camerounaise soit plus crédible, plus indépendante. Et les magistrats, puisque en fait, ils ont la même formation. Ceux qui ont été affectés au tribunal spécial ont la même formation que ceux des tribunaux classiques. Pourquoi faire en sorte que nous ayons des citoyens qui ne sont plus égaux devant la loi? Et encourager le vol, les détournements massifs des fonds publics. Et je peux vous dire, depuis la création et la mise en place du tribunal criminel spécial, malgré les efforts qui sont faits pour récupérer de l'argent, mais beaucoup de citoyens camerounais continuent à détourner de l'argent. La corruption augmente, les vols continuent. Ça ne rassure pas. Et cela montre qu'il y a quelque chose à faire. Les chantiers de la canne. Vous savez, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on va peut-être revenir ici, sur les chantiers de la canne, comme sur beaucoup d'autres dossiers relatifs aux actions qui ont été entreprises par le ministre de la Santé. Il y aurait tellement de choses à dire qui mériteraient non seulement les investigations de la CONAC, mais également l'agence d'investigation financière, mais également d'autres structures qui montreraient que le Cameroun a la ferme volonté de sortir de ces pays les plus corrompus du monde. Parce qu'il faut le dire, depuis 3 ans, entre 2017 et 2020, le Cameroun stagne, s'il ne régresse pas, dans ses efforts de lutte contre la corruption. Nous sommes toujours sur 180 pays concernés par l'indice de corruption de Transparency International. Nous sommes 152e, 153e. On ne navigue pas positivement vers les pays africains qui sortent du lot. Parce que le Cameroun ne figure même pas, j'allais dire même dans le top 30 des meilleurs pays africains qui se détachent. Parce que quand on cite les pays africains qui luttent contre la corruption, le Cameroun est très loin en arrière. On cite régulièrement les Seychelles, plutôt Botswana, on cite l'île Maurice, on cite le Rwanda, qui est un pays qui, depuis quelques années, a suffisamment démontré sa volonté de lutter contre la corruption, sa volonté d'être un pays modèle en matière de gouvernance en Afrique. Et ça me rappelle comment la plupart des pays africains, y compris les dictateurs que nous connaissons tous, ont applaudi Paul Kagame pour son mandat de la présidence en exercice de l'Union africaine. Lui ont même donné la possibilité de continuer à travailler aux côtés de ceux qui l'ont remplacé à la tête de la présidence de l'Union africaine pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, vous avez, on a aujourd'hui en vigueur le traité, l'accord sur la zone de libre-échange qui devrait entrer en vigueur en janvier. C'est un travail qui a été fait par des experts que Kagame avait réunis. Edmond Kamga, justement... C'est dit nous fêler. Oui, vous voulez dire un mot? Oui, c'est dit nous fêler. Il y a un pan que la CONAC ne regarde pas. Lequel? Celui de la dette. La corruption autour de la dette du Cameroun. Oui, il faut le dire. Les emprunts que le Cameroun contracte pour la réalisation de plusieurs infrastructures. Je parlais des chantiers de la canne. On parle de plus de 2000 milliards de francs CFA. Comment est-ce qu'ils peuvent aller enquêter là-bas pour savoir les retours-commissions qu'il y a eu là-bas, la corruption qu'il y a eu là-bas? Je ne parle pas seulement, n'est-ce pas, des chantiers de la canne. Je parle également, n'est-ce pas, il a parlé du ministère de la Santé, le démantèlement des stades qui ont été réquisitionnés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le stade Mbappé-Dépé, le stade militaire, la Middle Farm Stadium de Limbé et le stade municipal de Boya. On vous parle, n'est-ce pas, de près donc des centaines de millions de francs CFA. Comment est-ce qu'on peut maintenant aller vérifier que effectivement les outils ont été montés sur ces stades quand on a donné l'ordre de les démanteler du fait du CHAN? Autre chose, il faudrait bien qu'on nous dise, n'est-ce pas, pourquoi on attend toujours? Pourquoi on attend toujours 1 an, 2 ans pour rendre ça public? Parce que le plus grand scandale de ce pays, M. Cédine nous fait, c'est la dette. C'est la dette, c'est le service de la dette. Personne ne peut savoir aujourd'hui le montant exact de l'endettement du Cameroun. Le ministre des Finances avait annoncé un audit en fin 2019 pour répondre aux préoccupations du secteur privé. Il a annoncé un audit. Il avait été posé au GICAM, mais pas de précision jusqu'à cette heure. Lors de la dernière mission du FMI ici, il y a eu une divergence par rapport à un gap de 1000 milliards de francs CFA.
de 1000 milliards de francs CFA. Donc c'est pour vous dire quoi? Il faudrait qu'il y ait un grand choix de la dette, qu'on dise aux Camerounais, voici les dettes que nous avons contractées, voici la liste des créanciers, voici la contrepartie de l'État du Cameroun dans ces différents montages financiers, parce qu'on parlait du foncier. Effectivement, l'Institut John Hopkins a rendu public il y a cela un an et demi, la liste, n'est-ce pas, des pays qui commerçaient, ou du moins qui entretenaient des relations avec la Chine. Et on avait fait part de ce que le Cameroun avait concédé 105 000 hectares de terre aux Chinois. 105 000 hectares, donc plus d'1 milliard de mètres carrés. Aucun Camerounais, en dehors de ceux qui nous gouvernent, ou alors ceux qui étaient dans ces opérations, ne peut nous dire les emplacements géographiques de cette terre concédée. Les explications, il y avait des explications officielles, que c'était des structures d'une multinationale, EVECAM, ou l'une des structures installées au Cameroun qui avait concédé ces terres aux Chinois. Ce n'était pas de nouvelles terres qui leur avaient été données. Mais au-delà de cette pourquoi on ne rend pas public? Attendez, pourquoi on ne rend pas public? Jean-Robert Wafo, pour qu'on puisse avancer dans cette émission, le Cameroun est aussi préoccupé, Edmond Kambia, par la situation au niveau des frontières, notamment avec la République centrafricaine. Ce week-end, le ministre centrafricain de la communication et des médias a annoncé qu'il y a eu une tentative de coup d'État qui a été donc désamorcée et elle a été attribuée à l'ancien président François Bozizé. Ses partisans ont démenti, mais il y a des velléités d'insécurité dans ce pays. La MINUSCA a dû intervenir au nord-ouest de la Centrafrique alors que nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle. Quel regard portez-vous sur cette situation de fragilité dans ce pays en Afrique centrale? Oui, il faut le dire, la situation en Centrafrique reste fragile malgré les efforts menés ces dernières années par le président en exercice, le président sortant, Ange Faustin Touadéra. Faustin Archange Touadéra. On a vu comment il a pu mettre sur pied un gouvernement d'union nationale avec des responsables des groupes armés. Il y a eu une sorte d'accalmie, mais il y a certains groupes armés qui ont refusé de faire partie de cet accord de paix qui avait été scellé sur l'égide de l'Union africaine. Maintenant, sur la situation sécuritaire au niveau des frontières, en réalité, cela ne nous surprend pas du tout. Cela ne surprend pas d'autant que nous n'avons pas compris, malgré la volonté d'ouverture du président Touadéra, pourquoi est-ce qu'il a permis, n'est-ce pas, à cet ancien président de revenir au pays? Parce qu'il aurait pu revenir sur la base d'un accord. Il aurait pu venir sur la base, n'est-ce pas, d'un consensus avec l'ensemble des partenaires internationaux qui travaillent pour qu'il y ait une paix durable et définitive en Centrafrique. Je crois qu'il a voulu montrer sa volonté d'ouverture, mais on voit très bien que la suspicion et les informations qui circulent sur le rôle qu'aurait joué, n'est-ce pas, cet ancien président par rapport à la situation précaire actuellement en Centrafrique sont plus ou moins fondées. Et je comprends pourquoi, au niveau des candidatures qui avaient été annoncées et pour laquelle le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle en Centrafrique a dû écarter ou rejeter la candidature de cet ancien président, c'est parce que cet ancien président centrafricain a beaucoup de dossiers contre lui, non seulement dans son pays, mais à l'international. Et aujourd'hui, on voit bien que cet ancien président a souhaité que l'ensemble de l'opposition se réunisse auprès de lui. Et il est même arrivé en ce moment, il soutient, n'est-ce pas, le chef de l'opposition. La question qui peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'avec les informations récentes sur la paix qui est en péril en Centrafrique, est-ce que le soutien qu'apporte, n'est-ce pas, cet ancien président au chef de l'opposition est de bon augure par rapport aux élections présidentielles du 27 décembre prochain? Une autre question de savoir, est-ce que d'ici l'élection présidentielle prochaine, la situation sécuritaire sera rétablie de manière à ce que les élections se déroulent dans les meilleures conditions? Ce que nous souhaitons, c'est que la MINUSCA et l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Centrafrique puissent soutenir le gouvernement en place en Centrafrique pour que les élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions de régularité, de transparence et de démocratie, pour que le meilleur candidat puisse gagner.
Si c'est le président sortant qui brigue un second mandat, qui obtient la majorité, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, que ce soit lui qui gagne les élections. Mais si c'est un des candidats de l'opposition qui l'emporte, que celui-là emporte. Mais le plus important, c'est de préserver la paix et la stabilité en Centrafrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Robert Wafo, Georges Meka Besselo et Fidèle Ndoubissi d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous, mon cher voisin qui est avec nous, Raphaël Ndungu et Edmond Kambia, d'être venus sur le plateau de Droit de Réponse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.